Bonjour et bienvenue au Bulletin Santé 24 heures. Ici Alexandra Boutin en direct de Montréal. Aujourd'hui, nous aborderons des sujets qui nous touchent particulièrement. La nationalisation des services ambulanciers ainsi que la pénurie des médecins de famille. Comme vous le savez déjà sans doute, il y a plusieurs problèmes avec notre système de santé actuellement. Mais ces problèmes ne se limitent pas seulement aux hôpitaux. Il y a plusieurs problèmes avec les paramédics et les soins préhospitaliers. Au Québec, il y a un grand manque d'ambulances présentement et lorsqu'on compose le 911, le délai est plus long que jamais. À Montréal et à Laval, c'est Urgence Santé, une compagnie qui est étatisée, qui gère les ambulances, mais partout ailleurs au Québec, ce sont 4 compagnies privées qui se partagent le marché. Il faut comprendre que c'est pas parce que ces compagnies-là sont privées qu'ils offrent un meilleur service et des délais plus courts aux citoyens. Au contraire, les ambulanciers disent qu'ils offrent le même service, le même délai, mais les profits qu'ils font vont plutôt pour maximiser leur richesse. On refuse souvent d'avoir plus d'ambulances, plus d'ambulanciers, de meilleurs services. Pourtant, si les services ambulanciers étaient étatisés, tous les profits qui seraient faits serviraient justement à ça. Aussi, le gouvernement mentionne qu'il n'a pas l'argent pour investir dans les services ambulanciers, déjà qu'il y a un grand manque d'argent au niveau des hôpitaux. À ce sujet, les ambulanciers répondent qu'ils ont de l'argent, il n'est que mal utilisé. Ce sont les propriétaires des compagnies privées qui le mettent dans leur poche. Comme avec tout sujet qui implique le gouvernement, la nationalisation des services ambulanciers suscite des débats. Les opinions sont plutôt partagées, alors que le Comité national sur les services préhospitaliers d'urgence croit que la nationalisation permettrait au gouvernement d'économiser 40 millions de dollars. La CSAQ, qui représente 80% des compagnies d'ambulances, donc les compagnies privées, elle pense qu'au contraire, la privatisation d'Urgence Santé permettrait au gouvernement d'économiser 13,5 millions de dollars. Selon le Dr Sylvain Trudel, qui est un médecin urgentologue et un ex-directeur médical des services préhospitaliers d'urgence, ce sont plus de 40 millions de dollars par année qui s'en vont en profit et en ristourne qui pourraient être plutôt investis dans l'amélioration des services et améliorer le délai d'attente qu'on donne aux citoyens. Commençons par analyser l'opinion des compagnies privées. Dans un article de la presse, on mentionne que ces compagnies ont engagé une firme pour savoir si la nationalisation des ambulances serait bel et bien bénéfique. L'étude montre que non et qu'au contraire, en privatisant Urgence Santé, qui est une compagnie étatisée comme mentionné plus tôt, le gouvernement sauverait 13,5 millions de dollars, ce qui est quand même une grosse somme. Par contre, il ne mentionne nulle part où iraient les bénéfices, dans l'investissement ambulancier ou dans les poches des compagnies. À l'opposé, le Comité national sur les services préhospitaliers d'urgence croit que la nationalisation est nécessaire et très bénéfique pour les citoyens. Dans un article de la presse écrit le 19 mars 2014, il écrit « Les Québécois refuseraient collectivement qu'un gestionnaire retire 15% de l'argent d'un hôpital parce qu'il en est le gérant. Pourtant, c'est ce qui se passe actuellement dans tout le Québec au niveau préhospitalier. » Selon les compagnies privées, ce discours, cette phrase ne tient pas la route. Public ou privé, la gestion est nécessaire. Et de plus, ils disent qu'on ne peut pas croire que tous les profits iraient au service des patients. Selon eux, c'est impossible. Il est important de comprendre que le Comité national sur les services préhospitaliers au Québec se fait beaucoup entendre et nous avons beaucoup plus d'arguments venant de leur part que venant de celles des compagnies privées. À ce sujet, vers le début du mois de décembre, une pétition circulait au Québec pour demander la nationalisation des services ambulanciers. L'initiateur de cette pétition se nomme Vincent-Noël Boivin, il est paramédic. Selon lui, les compagnies privées n'ont pas leur place dans le domaine de la santé, ils l'ont encore moins avec les ambulances. Ils n'offrent pas de meilleurs services, mais font plutôt de l'argent qui par la suite n'est même pas réinvesti dans le système de santé. Selon Vincent, les profits qui seraient faits avec la nationalisation pourraient servir à optimiser les services offerts à la population, d'égaliser les services à la population et d'assurer une meilleure transparence des services préhospitaliers du Québec.
Selon la majorité des gens au Québec, les ambulances font partie de la santé, comme les hôpitaux et les services d'urgence, comme par exemple les policiers et les pompiers. Ces deux secteurs sont publics et appartiennent à la société. Il serait donc normal que cela soit le cas aussi pour les ambulances. De plus, ce domaine est déjà public partout aux États-Unis, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et dans plusieurs pays d'Europe. En nationalisant les SPU, on s'assurait que l'argent destiné aux ambulances irait aux ambulances. Le gouvernement pourrait plus facilement égaliser les services en plaçant le même matériel et en assurant les mêmes formations à la grandeur du Québec. L'Alberta et le Nouveau-Brunswick ont récemment étatisé leurs services et ils ont bien réussi leur intégration. Leurs états financiers le démontrent et sont disponibles sur leurs sites web respectifs. Au Québec, une portion de la solution est déjà fonctionnelle. La Corporation d'urgence santé appartient déjà au gouvernement du Québec. Elle dessert l'île de Montréal et Laval. Ses états financiers sont aussi disponibles sur son site web. Elle fonctionne très bien. En étant une société d'État, les services préhospitaliers d'urgence, les SPU, seraient aussi forcés de montrer leur état financier et pourraient être contrôlés par le vérificateur. La pétition a été déposée le 13 février dernier à l'Assemblée nationale et aurait atteint 3000 signatures. Le gouvernement devrait donner son avis d'ici 1 à 3 mois. Finalement, l'opinion de la population est plutôt unanime. Bien sûr, nous voulons tous des services plus adaptés qui répondent plus rapidement à l'appel. À ce sujet, Patrick Duquette, chroniqueur pour Le Devoir, est allé rencontrer une femme qui, le 11 décembre 2013, a appelé une ambulance qui n'est jamais arrivée. La femme, nommée Micheline Beaulieu, avait la jambe cassée et était couchée dans une mare de sang. Le service ambulancier, a tout d'abord dit qu'il viendrait. À maintes reprises, son mari rappelle au 911 pour dire que sa femme gise toujours sur le sol dans son sang. « Nous n'avons pas le temps de se déplacer pour une jambe cassée », leur répondent les paramédics. Des histoires comme celle-ci se produisent trop souvent et c'est pour ces raisons que la population vise l'étatisation. Bref, ce sujet suscite de grands débats et c'est dans les prochains mois que nous saurons la suite des choses. C'était Amélie Garot-Lauzon, Montréal. Allons maintenant rejoindre Alexandra Boutin qui nous parlera de la pénurie des médecins de famille au Québec. Près d'1 million de Québécois se sont inscrits sur une liste d'attente au cours des 5 dernières années, dans l'espoir de trouver un médecin de famille. Sur ce nombre, 300 000 d'entre eux attendent toujours. Certains sont malades, tandis que d'autres ont la santé plus fragile. Des groupes de médecine familiale, ou fréquemment appelés GMF, ont été mis en place pour permettre aux Québécois d'avoir accès plus facilement à des soins de santé, pour ainsi contrer le problème de manque de médecins. Or, le problème reste le même. Beaucoup trop de Québécois se retrouvent sans médecin de famille. Voici quelques images qui vous mettront en contexte. Selon Pascal Breton, journaliste pour la presse, les Québécois attendent en moyenne 466 jours avant de trouver un médecin de famille. Cela représente plus d'1 an. Quant à eux, les patients en bonne santé peuvent même attendre jusqu'à 3 ans. Le pire dans tout ça, c'est que tout le monde n'est pas égal. Les habitants de la région de l'Outaouais, de la Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine risquent d'attendre encore plus longtemps. En Outaouais, 30 000 personnes sont inscrites sur la liste d'attente d'environ 300 000 personnes
et le corps d'entre eux sont vulnérables. Un patient vulnérable, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique, qu'elle soit contrôlée ou non. Cela représente le plus important ratio de toutes les régions du Québec. Les habitants de l'Outaouais doivent attendre environ 687 jours avant de trouver un médecin de famille, ce qui représente 221 jours de plus que la moyenne de toutes les régions du Québec. Imaginez, c'est énorme. Quant à elles, certaines régions sont beaucoup plus choyées. On estime qu'entre le tiers et le quart de la population n'a pas de médecin de famille. Certains n'en veulent pas et n'en cherchent pas, tandis que d'autres en attendent un impatiemment. Toutes ces données proviennent de la base de données CIDECO du ministère de la Santé. Voilà pourquoi les groupes de médecine familiale, ou fréquemment appelés GMF, ont été mis en place. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un GMF? C'est en fait un regroupement de médecins de famille qui travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Cette institution du travail a été mise en place pour faciliter l'accès à des soins médicaux. Dans les GMF, les médecins s'occupent de leurs propres patients, qui sont inscrits auprès d'eux, mais ils ont aussi accès à l'ensemble des dossiers médicaux. Donc, si un patient se présente sans rendez-vous pour une consultation, il peut voir un autre médecin que le sien. Il peut aussi voir un autre professionnel de la santé, comme une infirmière pour un suivi. D'ailleurs, une étude a été réalisée en Montérégie. Les résultats sont troublants. Moins d'un GMF sur 3 respecte le nombre minimal d'heures d'ouverture la fin de semaine et les soirs, ainsi que le nombre de patients minimal. À la base, les GMF ont été créés pour combler le manque de médecins de famille en y ajoutant les ressources nécessaires comme des travailleurs sociaux et des infirmières, un peu comme les CLSC. Or, dans les GMF, ce sont les médecins qui sont propriétaires, donc ce sont eux qui mènent la barque et, du coup, font beaucoup d'argent. À Montréal, certains GMF ne seraient que des cabinets privés qui auraient gardé leur mission d'origine avec, en recevant en prime, des subventions de quelques centaines de milliers de dollars. Selon l'éditorialiste Ariane Kroll, si on avait développé les groupes de médecine familiale plus tôt, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Il est vrai que ce modèle, avec lequel les médecins travaillent en équipe et ont droit à des sommes supplémentaires pour l'embauche d'autres professionnels et le travail en établissement, offre des conditions beaucoup plus attrayantes. Le problème, c'est que les médecins n'offrent pas toujours le niveau de travail attendu. Quant à lui, l'éditorialiste Jean-Robert Sansfaçon croit que le problème, ce n'est pas les médecins de famille au sens professionnel du terme, mais plutôt tout le business médical relié au GMF. Les syndicats réussissent année après année à arracher de nouvelles compensations financières aux syndicats qui promettent la lune. Par exemple, une prime de 100 $ pour chaque nouveau patient, de 200 $ quand tu travailles 200 jours, des primes d'établissement, etc. Malgré l'augmentation de 2000 médecins de famille au Québec et une rémunération en hausse de plus de 50% depuis les 6 dernières années, l'accès aux soins de santé reste toujours aussi déficient. On pourrait se consoler par le fait que plusieurs finissants de la faculté de la médecine vont bientôt entrer sur le marché du travail. Or, ceux-ci ne consacreront pas beaucoup de leur temps en consultation en cabinet. Selon Patrick Duquette, chroniqueur pour Le Droit, il y a 2 principales raisons à cela. Tout d'abord, la loi oblige les nouveaux médecins à consacrer au moins 25% de leur temps en travaux pratiques en milieux hospitaliers. Mais la principale raison, c'est que c'est beaucoup plus payant de travailler dans un hôpital et c'est beaucoup moins stressant que d'ouvrir son propre cabinet. À l'hôpital, qu'il se passe quelque chose ou non, le médecin reçoit une prime de garde et chaque acte médical est facturable. En cabinet, le médecin est payé pour chacune de ses consultations, mais tout ce qui vient autour, comme les examens ou les analyses de prise de sang, ça c'est fait sur le propre temps du médecin. Donc, le manque d'un médecin de famille est un sujet épineux. Même si plusieurs solutions ont été apportées pour améliorer le problème, il y a toujours un grave déficit. Ici Alexandra Boutin, Montréal.